Merci. Bon, d'abord, évidemment, c'est un grand plaisir de se retrouver avec des amis avec qui on a partagé, que ce soit Michel Suchot, Philippe Barret et Jean-Marie Bockel, des aventures socialistes dans notre jeunesse. Et je dois dire que c'est formidable de se dire qu'on se retrouve un samedi après-midi pluvieux en train de réfléchir à l'avenir de la gauche. C'est une sorte de plaisir à la fois esthétique et moral formidable. Cette remarque étant faite, j'ai 4 points. Un, je suis toujours très exaspéré par le mot moderne, modernité. J'ai jamais compris ça, j'ai jamais compris qu'est-ce qui était moderne ou pas moderne. Il y a toujours quelqu'un qui se situe en position d'expliquer que la modernité, c'est lui. Ça s'oppose à archaïsme et ça s'oppose surtout à faiblesse conceptuelle. Au fond, lorsque on regarde la gauche, une certaine faillite de la gauche social-démocrate en Europe, on s'aperçoit surtout qu'elle n'a pas été capable de renouveler des idées, de penser un monde qui évoluait, mais pas parce qu'elle était moderne ou archaïque, simplement parce qu'elle manquait de travail et d'imagination. L'autre jour, j'entendais une émission à la radio, je crois que c'était sur France Culture, et il y avait un débat entre des gens tout à fait sympathiques, dont le patron de l'Observateur, Et il avait cette phrase formidable, étonnante, qui consistait à dire c'est terrible, on voit de nouveau la politique française se découper en tranches avec des partis, etc. Alors qu'on allait vers la modernité, c'est-à-dire vers 2 grands partis, 2 grands pôles, on va vers cet archaïque. Et il y avait un homme tout à fait judicieux, en l'occurrence je crois que c'était Max Gallo qui lui a dit pourquoi est-ce que c'est moderne ou archaïque, on peut être pour ou contre, c'est pas un sujet. Donc faisons attention au mot moderne, pas au mot gauche moderne, je suis à fond pour, mais pas l'utilisation abusive de ce jugement sur des idées différentes que les siennes, en expliquant forcément qu'elles sont archaïques. Deuxième remarque, lorsque je réfléchis à ce qui est en train de se passer pour la gauche en Europe et évidemment en France, je pense d'abord que la gauche va gagner les élections dans 2 ans. Et elle va gagner les élections parce qu'elle va être mal lignée. Et pourquoi elle va être mal lignée? En réalité, les politiques, quand j'ai dit gauche, c'est peu importe qui incarnera cela, mais peu importe d'ailleurs, mais c'est en tout cas ces idées-là qui vont apparaître en France et peut-être en Europe. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit un tout petit peu rigoureux dans la démarche, l'analyse de la gauche depuis, on va dire, 15 ans. Il y a eu 15 années où le monde entier, nous, tout particulièrement nous autres, les Français qui avons moyennement le marché, en tout cas l'idéologie du marché, nous avons créé une religion qui s'appelle la religion du marché. Alors c'est pas que, évidemment, nous avons considéré qu'on doit considérer qu'il faut revenir à une planification à la soviétique. Et simplement, la religion du marché, c'est une religion qui, pour en prendre un exemple, considère que le critère de succès d'une société, c'est celui où, qu'on appelle le return on equity, la rentabilité des investissements doit atteindre, il se trouve qu'on avait dit 15, pourquoi pas 16, 14, tout ça c'est du pipeau. Comme une partie des idéologies religieuses, c'est posé comme un principe, il y a toujours un concile qui fixe. Alors là, il y avait l'équivalent d'un concile qui avait dit que le return on equity devait être de 15%. Pourquoi 15%? C'est stupide, en plus ça ne pouvait pas tourner longtemps. Et la social-démocratie, cher Stuart, n'a pas été si mauvaise que ça, simplement, c'est très difficile de lutter contre une religion. C'était cette religion-là. Et elle a été très très loin. Elle a donné, comme vous le savez, au système bancaire et financier un rôle majeur. C'est toujours le chiffre qui est quand même très très révélateur du fait que l'industrie financière aux États-Unis c'est 15% et c'est 45% des profits. Donc on est rentré dans une religion qui était très difficile d'avaler, d'assimiler, de remettre en cause, sauf, et personne ne l'aurait fait. Moi j'étais pas capable de faire ça. Je participais à des milliers de débats, je suis un homme de gauche, je vous assure c'est très compliqué d'expliquer que... Parce que les mots vous piègent. Moi je suis pour le marché, mais je ne suis pas pour la religion des marchés.
Donc c'est très compliqué d'arriver à dire, attention, je suis pour un bout mais pas pour l'autre. Très difficile. Heureusement, doublement heureusement, la crise est arrivée. La crise est arrivée d'abord, elle est formidable pour les économistes, puisque ça leur redonne une légitimité et de l'activité qui, pour les sexagénaires, évidemment, est formidable, un renouveau de la jeunesse. Et surtout, ça remet complètement tout à plat. C'est pour ça que j'ai cette interrogation sur modernité, archaïsme. Ça remet tout à plat parce que, on peut dire que la crise a démarré en 2007, en août 2007, enfin, peu importe. Nous l'avions, il faut dire, les économistes ont fait beaucoup de bêtises, se sont trompés sur beaucoup de sujets, mais objectivement, la crise de 2007, l'excès de liquidité et son impact majeur qui faisait qu'il y aurait un moment de problème, personne ne pouvait dire que ça aurait lieu le 3 août 2007. Mais on savait qu'il y aurait un problème, et beaucoup d'économistes l'avaient dit, donc dans cette corporation ne doit pas être rejetée dans les ténèbres extérieures. Il y a des gens, la majorité ont été sérieux. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la crise réelle. Ça, c'est un autre problème. Je n'ai pas le temps de le développer. Donc, arrive cette crise, juste pour que vous compreniez à quel point elle est compliquée, et à quel point j'allais dire le mensonge volontaire ou involontaire est en réalité prégnant. Souvenez-vous, on est le 3 août, 4 août, moi je me souviens, j'ai fait une petite discussion sur une radio sympathique, chantante, le 4 août, sur les créances douteuses du système bancaire mondial. Le chiffre qui était évoqué était de 40 milliards de dollars, c'était déjà énorme, 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, les chiffres qui sont, on n'a pas pu vérifier les uns que les autres, sont de l'ordre de, on va dire, entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars, c'est-à-dire dans un rapport de 1 à 100. Ça donne la mesure de ce qu'est le sérieux et la solidité, la perception. Et même si je ne partage pas la critique assez naturelle de Philippe, que j'allais vous sentir venir, l'économie c'est une science sociale, sous-entendu c'est quand même pas très rigoureux, ce qui est vrai, mais non, mais je le connais, ça fait 30 ans que je le connais, donc c'est ce qu'il a en tête. En réalité, on est dans un univers qui est très incertain. Et donc, dans cette incertitude, tout le monde est incertain. Personne, au jour d'aujourd'hui, on a tous analysé de manière assez soigneuse ce qui s'est passé, on a tous regardé quels étaient les impacts négatifs de ceci, de cela, on s'est tous trompés sur le fait que la volatilité du prix des matières premières, au début de l'année 2008, donc vous vous souvenez le Brent qui passe de 40 $ à une centaine de dollars, puis il va remonter à 150 3 mois après, cette volatilité aurait des effets sur le pouvoir d'achat des ménages, que ceci allait entraîner ce qui sera le choc de septembre, octobre 2008, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie mondiale. L'arrêt de l'économie mondiale.